Édouard Philippe, les images de Kharkiv bombardées qui marquent les dernières heures, est-ce que c'est le moment, c'est le débat crucial? Aujourd'hui, la Suède, par exemple, est en train de bouger. Est-ce que c'est le moment de donner aux Ukrainiens le droit plein et entier de frapper à l'intérieur de la Fédération de Russie, avec les armes occidentales, avec nos armes, des objectifs militaires? Je vais vous dire, monsieur Rochebin, depuis le début de l'agression russe, car là encore, il ne faut pas mettre les peuples et les États sur le même plan. La Russie a agressé l'Ukraine, pays libre, pays qui voulait aller vers une démocratie occidentale. Elle l'a agressé par une guerre terrible, une violence inouïe, qui fait des milliers et des milliers et des milliers de morts. Bon. Depuis le début, nous soutenons l'Ukraine, et nous la soutenons humainement, politiquement, militairement, financièrement. La seule limite, au fond, qui a été fixée par l'ensemble des pays qui constituent l'OTAN, c'est une vieille grammaire issue, à mon avis, de la guerre froide, consistant à dire « nous devons tout faire pour éviter un affrontement direct entre l'OTAN et ses composantes d'un côté et la Russie de l'autre ». Parce que la confrontation directe serait mortifère. On ne va pas à la confrontation directe entre des puissances nucléaires. Alors soyons clairs, est-ce que les tirs en Russie seraient une rupture de cette grammaire? Je comprends qu'on se pose la question et je comprends qu'on soit prudent dans l'utilisation. Ce que je crois surtout, c'est que... C'est vous qui êtes extraordinairement prudent là. En principe, c'est oui ou c'est non. On dit aux Ukrainiens, oui, vous pouvez tirer à l'intérieur de la Russie ou non. Oui, c'est facile à dire sur le plateau. C'est facile à dire, mais enfin, c'est vous le responsable politique. Là, eux attendent. Oui, non, mais je peux vous dire que je crois, ce qui est une position qui peut être discutée en France, qui l'est parfois, d'ailleurs, y compris par des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, que je crois que nous devons tout faire pour aider l'Ukraine. Je suis convaincu, c'est ma conviction, elle est ferme, que vis-à-vis d'un État en affirmation de puissance aussi autoritaire que la Russie, laisser la Russie manger un par un ses voisins, c'est se placer, nous, et l'Europe dans son ensemble, dans une situation de faiblesse et de dépendance absolue. Et pourtant, Monsieur le Premier ministre, on sent votre prudence sur ce point. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, il y a un risque? Vous ne seriez pas le seul à le dire. Ce soir, les Italiens disent ça aussi. Les Italiens disent que c'est un risque excessif. Ils appellent la France à la prudence, par exemple. Je pense qu'il faut soutenir l'Ukraine. Je ne sais pas si l'Ukraine... voilà. Je ne sais pas aller jusqu'à vous dire si nous devrions autoriser... En vérité, nous n'autorisons pas l'Ukraine. L'Ukraine fait la guerre. Nous lui livrons des armes, et si nous pensons que ces armes peuvent être d'une nature qui nous placerait dans une situation de conflictualité directe, alors nous ne les livrons pas. Alors, pardon, ce que je peux entendre, mais ce que vous appelez la grammaire. Nous n'autorisons pas l'Ukraine à faire des choses ou à ne pas les faire. Ça n'a pas de sens. Imaginez, enfin voilà, en tout cas moi je ne me place pas dans cette logique-là. Alors, est-ce que ça veut dire que la grammaire dont vous parliez, on risquerait aussi de la rompre si des troupes occidentales étaient sur le sol de l'Ukraine? C'est la question qui a été posée par le président de la République lorsqu'il a souhaité introduire un doute dans l'esprit des Russes sur la réaction de la France, mais en vérité d'un certain nombre de pays de l'OTAN, dans l'hypothèse où le front serait percé et où les forces russes arriveraient vers Odessa, par exemple, ou même vers Kiev. Comment changer l'équilibre et comment créer un peu d'incertitude dans l'esprit des Russes qui, pour l'instant, savent parfaitement quelle grammaire nous utilisons. Est-ce que vous l'approuvez? Je l'approuve. Et je sais que ce n'est pas du tout une position populaire. Je sais qu'il y a énormément de gens, y compris des gens, encore une fois, que j'estime beaucoup, qui me disent c'est une position qui est trop désinvolte vis-à-vis des militaires français et trop dangereuse, voire trop agressive vis-à-vis de la Russie. Je crois l'inverse. Je pense que si nous véritablement nous pensons que cette guerre doit être gagnée par l'Ukraine, ou plus exactement ne pas être perdue par l'Ukraine, alors nous devons nous demander où s'arrête notre intérêt. Je ne dis pas qu'il faut envoyer des troupes. Je ne suis pas sûr que beaucoup de pays européens choisissent de le faire. Je vois qu'aux États-Unis même, on s'interroge et on ne souhaite pas le faire. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis que dire d'ores et déjà que nous ne le ferons jamais est une très mauvaise idée et un très grand service qu'on rend à Vladimir Poutine. Nous vivons des heures extrêmement intenses. La Pologne révèle pour la première fois de façon explicite les termes de cette espèce d'équilibre de la terreur entre les Russes et les Américains. Les Russes ont bien été tentés d'employer la bombe tactique en Ukraine. Les Américains leur ont dit « si vous l'employez, nous, on détruit vos positions en Ukraine avec des moyens conventionnels ». Qu'est-ce que ça nous enseigne, selon vous, sur notre situation actuelle? Ça veut dire que nous sommes dans une guerre et qu'il faut prendre cette guerre au sérieux.
Mais vous savez, quand je parle du déploiement de troupes, quand le président de la République parle du déploiement de troupes, ça existe. Pas en Ukraine, mais ça existe dans tous les pays baltes. Les pays baltes, c'est tout petits pays par la taille et par la population, coincés par une immense Russie surpuissante par rapport à eux, qui, pour se libérer du joug soviétique, sont entrés dans l'Union européenne et sont entrés dans l'OTAN. Pourquoi est-ce que la Russie n'a pas commencé par ces petits États? Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est qu'ils font partie de l'Union européenne, mais surtout qu'ils font partie de l'OTAN. Et c'est surtout qu'il y a des forces françaises, anglaises, allemandes, qui, à la frontière, font des exercices. Ils ne sont pas là pour envahir la Russie, vous savez. Ils sont là pour dire aux Russes, si vous passez en force, alors vous allez à la confrontation directe avec nous. Et qu'est-ce qui s'est-il passé depuis que nos soldats, et depuis longtemps, sont là? Rien. C'est pour ça que je veux dire que nous allons respecter cette grammaire. Nous devons respecter cette grammaire. Nous ne voulons pas d'une guerre avec la Russie. Retenir les coups. De tout ce que vous venez de dire ces dernières minutes, on comprend bien une détermination face à la Russie, mais vous dites aussi qu'il faut sans cesse peser. Nous ne nous protégerons pas de la Russie en étant polis et en étant faibles. En étant gentils, en leur disant « vous savez, on vous aime ». Ça n'est pas vrai. On le fera en étant fort et en étant ferme. Pas agressif. J'ai jamais considéré que la force, c'était l'agressivité. Mais en étant fort et en étant ferme. Est-ce que c'est un langage, Monsieur Rochemain, que les Russes comprennent très bien pour le coup. Donc il faut leur parler comme ça. Vous avez, il faut dire, on peut chercher dans les archives, vous avez traité directement avec Medvedev, qui est aujourd'hui, disons, le plus vocal. J'ai fait comme tous les premiers ministres français, j'ai rencontré mon interlocuteur. Vous l'avez reçu au Havre, je crois, vous avez dîné en tête-à-tête. Voilà. Absolument. Est-ce qu'à cette époque-là, on était naïf? Je ne pense pas que ni lui ni moi ne l'étions. Je ne pense pas que les responsables politiques l'étaient. Je pense qu'il y avait en France un véritable débat public, politique, très, très intense sur la position adoptée vis-à-vis de la Russie, que beaucoup considéraient que nous avions un intérêt très pressant à être très amis avec les Russes. On le voit d'ailleurs encore, il y a des forces politiques actuelles qui le disent avec un petit peu moins de force et d'évidence. Il y a un parti russe en France ? Je ne sais pas s'il y a un parti russe, mais disons qu'il y a des formations politiques qui ont été extrêmement attentives aux intérêts russes, me semble-t-il, aux positions, on va dire, peut-être aux intérêts russes. Tout le monde sait que au Rassemblement national, il y a un certain nombre de gens, je ne veux pas généraliser en disant tous, enfin, il y a un certain nombre de gens qui ont été très très loin dans la proximité intellectuelle, politique, et probablement au-delà avec les Russes. Il en reste quelque chose selon vous, financière ? On sent bien une forme de gêne, on essaie de se décaler. Enfin, néanmoins, cette proximité, elle a existé. Je pense qu'elle structure encore une vision du monde. Jusqu'où va le danger? Quand certains disent, bien sûr, dissuasion nucléaire française très solide. En revanche, on voit qu'entre deux, il y a un manque. La dissuasion, par exemple, tactique. Est-ce que la France, selon vous, doit développer sa réflexion pour avoir du nucléaire tactique? Les Américains le font, les Russes l'ont déjà, évidemment. C'est une question qui n'est pas nouvelle en France, Ça a été abandonné, disons. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas nouvelle. La question a été posée, elle a été tranchée à une époque, on a modifié un certain nombre de solutions, mais la question a été posée. Et nous avons eu une approche qui permettait, le cas échéant, d'utiliser des armes dans un cadre tactique. Donc c'est pas une question nouvelle. Ce que je crois certain, c'est que... D'abord, je suis très favorable évidemment à la dissuasion nucléaire, je le dis parce qu'en France on ne se pose pas trop de questions là-dessus. Il faut toujours s'en poser. Je suis très favorable à l'idée qu'on fasse les investissements nécessaires pour moderniser une dissuasion nucléaire qui est absolument indispensable à la défense de nos intérêts vitaux. Je n'ai aucun doute là-dessus. S'arrêter là, c'est dangereux. Tout le monde le sait. Considérer que la dissuasion nucléaire par nature nous protège et protège nos intérêts vitaux contre tout type de menace n'est pas vrai. Parce que nous ne pouvons pas dissuader par la dissuasion, si j'ose dire, toutes les menaces. Nous pouvons probablement dissuader un État d'agir dans le cadre d'une guerre. Nous ne pouvons pas forcément dissuader des mouvements qui n'ont pas forcément d'autorité, qui ne sont pas véritablement des États. Ça veut dire, pardon, qu'on a un manque conventionnel, selon vous, actuellement? Un déficit conventionnel? C'est une question qui a été beaucoup évoquée à chaque fois que la France s'est interrogée, notamment au moment de la production de ce qu'on appelle les livres blancs, qui précèdent les lois de programmation militaire. J'écoute avec beaucoup d'attention, et je ne suis pas loin de partager leur avis, ceux qui disent que, sans remettre en cause le principe de la dissuasion nucléaire, bien sûr, nous devons veiller à donner un petit peu plus de masse à nos armes conventionnelles. C'est-à-dire probablement un peu plus d'hommes,
probablement un peu plus de masse pour faire face à des menaces qui ne seront pas dissuadées par le nucléaire, mais auxquelles nous pourrions avoir à faire face dans les années qui viennent. Donc je pense qu'il faudra probablement, par petites touches, on ne fait pas la table rase en cette matière. Il n'y a rien de pire que les gens qui expliquent qu'on va passer à un nouveau modèle. Non, par petites touches, il faudra probablement... je dirais, continuer à muscler, parce que ça a déjà été fait, mais continuer à muscler la partie conventionnelle de notre armée. Comment va finir cette guerre? Le mot de compromis, ce mot de compromis qui révulse certains et que certains jugent inéluctable. D'abord, il y a à mon avis une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut se faire plaisir en disant comment va terminer cette guerre, mais c'est d'abord les Ukrainiens et les Russes qui détermineront comment vont terminer cette guerre. C'est pas nous qui allons leur dire maintenant c'est fini. Nous n'en avons ni les moyens ni la légitimité. Il reviendra donc aux Ukrainiens et aux Russes, d'une certaine façon, de dire lorsque soit leurs objectifs de guerre sont atteints, soit lorsque il leur paraît nécessaire d'arrêter le combat pour une raison ou pour une autre. Et évidemment, nous espérons tous que la fin de ce conflit puisse être proche. Et nous espérons tous que la fin de ce conflit puisse permettre à l'Ukraine de continuer à être souveraine, c'est-à-dire de déterminer souverainement quel régime politique, quelles alliances, quelle vie elle veut organiser dans son pays. C'est évidemment mon objectif. Est-ce que ce compromis passera le moment venu par un rapport de force organisé, dur peut-être, ferme, avec la Russie? C'est possible. C'est possible. Autour d'une table. Autour d'une table, vous voulez dire? Autour d'une table et sur le terrain. Autour d'une table et sur le terrain. Sur le terrain, ça l'est déjà. Mais autour d'une table. Ça peut être dur autour d'une table. Non, mais aujourd'hui, c'est très dur sur le terrain. C'est la guerre. Peut-être que le jour où les partis décideront de faire un compromis, ça restera tendu sur le terrain avec une frontière très dure, comme nous en avons connu avec l'Empire soviétique. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, que la France doit parler à la Russie? Oui, je crois. Je crois, c'est toujours délicat parce qu'on a l'impression que parce qu'on parle à quelqu'un avec qui on est en désaccord et avec quelqu'un que par ailleurs, non pas on combat, mais avec lequel nos intérêts ne s'alignent pas, ce serait un signe de faiblesse. Je ne crois pas. On peut parler avec... Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Je pense qu'il faut parler. Mais il faut avoir conscience, et je crois que tout le monde le sait, que discuter avec Poutine est un exercice assez particulier. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que on se heurte en général à des déclarations. Un long monologue historique. Oui, c'est ça. Il y a des déclarations qui n'ont pas beaucoup de rapport avec la réalité. Mais ça sert quand même, il faut le faire. Je crois, oui. La vision historique, l'horizon. Il y a une tradition française. De Gaulle, Mitterrand, M. Macron, première version, qui dit il faudra une architecture commune. À terme, on sera sous un même toit. Maison commune, Atlantique à l'Oural, etc. Les anglo-saxons disent c'est n'importe quoi. Il a raison. Écoutez, je vous dirais assez volontiers que parler de maison commune aujourd'hui, c'est compliqué. C'est sûr, bien sûr. Mais De Gaulle l'a fait en 66. Ça n'était pas. C'est pas un régime charmant, non plus à l'époque. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Donc, ce que je sais, c'est qu'on ne va pas changer d'adresse. Ce que je sais, c'est que l'Europe occidentale, la démocratie occidentale, elle est là, et à son est, il y a une immense frontière avec la Russie. Et que donc, quoi qu'il arrive, nous sommes condamnés à vivre les uns à côté des autres. Alors ça peut se faire dans une tension extrême, ça s'est déjà vu. Ça peut se faire dans une tension un peu moins extrême, ça s'est déjà vu. Ça pourrait même, on l'espère, se faire dans une forme, non pas d'harmonie, mais de paix. C'est évidemment ce qu'on souhaite, c'est évidemment pour ça qu'il faut prendre des initiatives, mais on peut quand même se dire sérieusement que l'histoire ne plaide pas pour nous et que ce soit l'histoire polonaise, l'histoire ukrainienne, l'histoire des pays baltes, montre que imaginer qu'une organisation juridique de sécurité commune avec les Russes suffirait à garantir la sécurité est probablement un peu excessif, vous voyez ?